Avec toutes les options disponibles, prêt bancaire, crowdfunding, levée de fonds, il peut être difficile de savoir quel financement choisir pour son entreprise. Dans cette vidéo, je vais vous donner tous les éléments pour choisir le meilleur financement pour votre entreprise. Bonjour, je suis Corentin Godelot, je suis Content Manager chez Figure. Je suis notamment diplômé de l'ESCP où j'ai fait une spécialisation finance et je suis moi-même passionné de finance d'entreprise. Mon objectif avec cette chaîne, c'est de vous parler de gestion financière pour les PME et donc de démocratiser la gestion financière et en particulier la gestion de trésorerie. Pour vous parler très rapidement de Figure, on est un logiciel de gestion de trésorerie. Donc très concrètement, on va venir se connecter à votre compte bancaire, on va prendre tous les flux bancaires, on va les catégoriser, on va créer des catégories pour chaque flux. Comme ça permet de le faire une fois et à chaque fois qu'il y a des nouveaux flux, ils viennent se mettre dans les différentes catégories. On vous permet de prévoir, c'est-à-dire de faire des prévisions très concrètement sur votre compte, sur votre interface. Et ensuite, une fois que le temps passe, entre guillemets, vous allez voir la différence entre le réalisé et ce que vous aviez prévu. Et vous allez pouvoir mettre à jour vos prévisions, faire des scénarios, enfin il y a plein d'autres fonctionnalités, mais grosso modo, voilà les fonctionnalités de base de Figure. Donc si ça vous intéresse, vous avez dans la description deux liens. Un lien avec toutes nos ressources, on a pas mal d'Excel, en gros on a une boîte à outils avec pas mal d'éléments qui pourraient vous aider. Et un deuxième lien avec un essai gratuit d'une semaine, donc aucun engagement, vous pouvez tester Figure et vous voyez si c'est intéressant pour votre entreprise. Allez, sans plus tarder, on est parti pour cette vidéo. Il y a deux étapes justement pour choisir le bon financement pour votre entreprise. La première étape, c'est de comprendre les types de financement qui existent. En fait, il y a deux grands types de financement. Il y a financement dilutif, financement non dilutif. Commençons avec le financement dilutif. Le financement dilutif, c'est un financement qui entraîne une dilution au capital. Les investisseurs qui vont vous financer, du coup, quand vous faites appel à un financement dilutif, vous faites appel à des investisseurs. Ils vont apporter de l'argent, du capital, en échange de parts dans votre société. Prenons le cas d'une société où il y a deux fondateurs. Les deux fondateurs possèdent chacun 50% du capital. Dans ce capital, il y a 1000 parts. C'est-à-dire que vous avez fait votre société en faisant 1000 parts. Et demain, donc par exemple, si demain ces fondateurs décident de lever des fonds, ils vont négocier plusieurs choses avec leurs investisseurs. Ils vont notamment négocier un montant à lever et une valorisation totale de la société. Donc c'est-à-dire que quand une société dit, par exemple, je lève 100 000 euros à une valorisation de 1 million, par exemple, bah c'est ça. On va négocier un montant levé et on va négocier une valorisation. Alors, il faut comprendre une chose, c'est la différence déjà entre la valorisation pré-monnaie et la valorisation post-monnaie. La valorisation pré-monnaie, c'est la valorisation sans prendre en compte le nouvel argent. Parce qu'en fait, simplement, ce qui va se passer, c'est que quand vous amenez de l'argent à votre entreprise, la valeur de l'entreprise augmente du montant apporté. Si par exemple, vous avez une entreprise qui vaut 1 million et que vous levez 250 000 euros, par exemple, votre société est maintenant valorisée à 1 250 000 euros. Donc c'est pour ça que c'est pertinent de distinguer la valorisation juste avant d'injecter les fonds et la valorisation juste après avoir injecté les fonds. Reprenons notre exemple. Par exemple, si les investisseurs investissent donc 500 000 euros pour 20% des parts. Donc si on reprend notre exemple juste avant avec les 1000 parts, pour obtenir 20% des parts, il suffit d'émettre 250 parts. Ça c'est assez simple à comprendre. Et les 1000 parts initiales sont toujours là. Donc maintenant on a 1250 parts. Et donc simplement, si vous levez 500 000 euros pour 20% des parts, ça veut dire que la valorisation pré-monnaie est donc de 2 millions d'euros et la valorisation post-monnaie est donc de 2 500 000 euros pour faire en sorte que ces 500 000 euros valent bien 20% du total. Et donc simplement, avec ces 500 000 euros, les nouveaux investisseurs possèdent donc 250 parts. C'est une simple règle de 3, hein, rien de très compliqué. La levée de fonds, dilutive, elle se fait auprès de différents acteurs en fonction de plusieurs choses. Les business angels, les fonds de venture capital, les fonds de private equity et en fait, on a aussi les IPO. Ça va dépendre de plusieurs facteurs. Les business angels sont connus justement pour intervenir assez tôt dans le stade de développement d'une entreprise parce que au-delà des fonds qu'ils vont apporter, ils sont censés aussi apporter de l'expertise et donc ça c'est possible de le faire à un stade plus bas de la société. Une seule personne, elle va avoir un impact plus élevé forcément. Les fonds de VC donc vont apparaître un peu plus tard. Les fonds de private equity, ils vont apparaître encore plus loin. Donc là, il faut distinguer deux choses. Là, on parle de levée de fonds. Donc simplement, on parle d'augmenter le capital. C'est-à-dire que là, si on reprend notre exemple avec 1000 parts, on parle d'ajouter 250 parts. Donc ça permet d'avoir du cash en plus pour la société. Il y a des fonds de private equity qui font ça. Ça existe. Donc dans des cas plus spécifiques que le VC, avec des stades de maturité
où la boîte est rentable, veut lancer un pays ou des choses comme ça. C'est assez spécifique, mais il y a aussi la majorité des fonds de PE qui vont plutôt racheter des parts existantes. Donc là, c'est pas vraiment un financement de la société, donc pour moi, c'est hors cadre de cette vidéo. Et on a aussi l'IPO. Donc là, même cas que le fonds de private equity, ça peut permettre de revendre des parts existantes. D'ailleurs, même par exemple dans le VC, parfois il y a des parts existantes des fondateurs qui sont revendues à des investisseurs. Ça permet en fait à l'entrepreneur de cash out. Et on a un autre type de levée de fonds qui sont donc dilutives, qui sont le crowdfunding. Le crowdfunding, je ne sais jamais le prononcer pour être honnête. Le crowdfunding, donc c'est simplement, on va faire appel à la foule, c'est-à-dire qu'on va faire appel à des particuliers, on va se mettre sur des plateformes, donc il y en a plein des plateformes de crowdfunding aujourd'hui. Une entreprise qui veut lever des fonds va sur cette plateforme et fait appel à une multitude d'investisseurs qui vont venir investir. La plateforme va prendre un pourcentage de cette levée de fonds parce qu'elle a mis en relation ces deux acteurs, et voilà, tout simplement. On passe maintenant au financement non dilutif. Donc le principe du financement non dilutif, c'est justement pas diluer les fondateurs, c'est-à-dire que les fondateurs, si on reprend notre exemple, ils ont 1000 parts, à l'issue de ce financement, la société aura de l'argent en plus, mais par contre, les fondateurs, eux, auront toujours 100% de leur société. En échange du financement, l'entreprise, elle s'engage à rembourser, parce que c'est souvent de l'emprunt. Alors il y a aussi des subventions, on en parle après, mais grosso modo, c'est des formes d'emprunt, souvent le financement dilutif. Et donc l'entreprise s'engage à rembourser cet emprunt. C'est ça la grosse différence, c'est qu'il y a un échéancier très précis et l'entreprise doit rembourser de manière très précise les intérêts. Et donc il y a évidemment différentes formes d'emprunt. Il y a plein de façons de se financer. Différentes formes d'emprunt, ça va varier en fait en fonction de différentes choses. Donc la première chose qui va varier, c'est le montant emprunté. La deuxième chose aussi, c'est l'échéancier de remboursement. Vous avez des emprunts où par exemple vous n'allez pas être obligé de rembourser pendant les premières années. Vous allez devoir rembourser de manière plus importante du coup, mais au bout de 5 ans par exemple. Un exemple très concret, c'est les prêts étudiants. C'est un emprunt évidemment pas pour une entreprise, c'est pour un particulier, mais où la personne va devoir commencer à rembourser au bout de 5, 6, 7 ans, même des fois un peu avant. On peut imaginer toute forme d'emprunt pour une entreprise, tous les emprunts qu'on peut imaginer existent. Vous avez aussi un autre facteur qui va influencer les conditions de votre dette. Donc quand je dis conditions, c'est le taux, etc., le prix entre guillemets que la dette coûte. Ça va être aussi la priorité, c'est-à-dire en fait c'est la seniorité de la dette pour être très précis, mais c'est-à-dire simplement à quel point cette dette va être remboursée en premier ou pas. Donc en fait quand vous avez plusieurs types de dettes, certaines vont être prioritaires sur d'autres. Qu'est-ce que ça veut dire prioritaire sur d'autres? C'est-à-dire que dans l'idée on rembourse toutes ces dettes. En cas de difficulté, en cas de faillite d'une boîte, s'il faut choisir entre deux dettes, laquelle est prioritaire? C'est aussi simple que ça. Au niveau des exemples, donc on a le prêt bancaire classique, on a les obligations. La simple différence, c'est que c'est pas forcément une banque qui va prêter, ça peut être une autre entreprise, ça peut être un particulier, ça peut être plein d'acteurs. On a le crédit bail. Le crédit bail, l'affacturage, c'est des formes assez particulières, mais on revient à une forme de prêt. On rentrera encore une fois sur cette chaîne, sur ces différentes formes de financement en détail. C'est des manières, entre guillemets, d'avoir de la dette à des taux différents et des conditions d'obtention différentes. Si vous ne pouvez plus obtenir de prêt, allez voir ces différentes formes justement de financement. On a le revenue-based financing, donc qui est simplement un financement qui est corrélé à votre revenu, particulièrement efficace pour des entreprises qui ont des revenus récurrents, par exemple les SaaS et les e-commerce. Ok, on a aussi le crowdlending. Donc le crowdlending, c'est comme le crowdfunding, sauf que c'est du prêt, exactement pareil. Donc c'est des particuliers qui vont investir dans votre société avec un taux d'intérêt défini à l'avance. On a le crédit de trésorerie. Donc en gros, c'est comme c'est de la dette ou voilà, c'est du financement très court terme. Ça comprend plein de choses, le crédit de trésorerie. Mais par exemple, le découvert bancaire, c'est une forme de crédit de trésorerie. Il y a aussi certaines plateformes de crowdfunding qui sont à la fois non dilutives et qui ne sont pas de la dette non plus. C'est assez particulier. Il y a des plateformes par exemple qui vous proposent de donner un royalty sur tout l'argent que vous allez générer. Donc les investisseurs touchent un pourcentage du chiffre d'affaires. C'est assez particulier, mais bon, ça peut être avantageux dans certains cas. Et certaines plateformes vous permettent en fait aussi de demander aux personnes d'acheter votre produit à l'avance. C'est-à-dire que les personnes vont financer votre campagne et vont obtenir le produit une fois que la campagne est finalisée. Alors ça permet peut-être déjà de valider une idée. Pour les entreprises, c'est souvent des entreprises qui n'ont pas forcément encore, sont pas encore sûres que le produit va fonctionner, donc elles se le font financer avant. Donc là, c'est plutôt une question entrepreneuriale, mais si on revient à une question plutôt financière, elles se font aussi financer leur BFR. C'est tout pour cette étape 1. On a vu pas mal d'éléments sur les deux types de financement. Je n'ai pas parlé des subventions parce que c'est un cas assez à part. On reviendra sur ce cas-là. Pour moi, si vous pouvez avoir des subventions, évidemment, prenez-les. Mais l'arbitrage, ça va plutôt être un arbitrage de temps, en fait. Est-ce que vous avez le temps d'aller chercher de la subvention? Est-ce que votre temps est mieux alloué sur aller chercher la subvention? C'est un autre sujet. Là, moi, je voulais vraiment parler du financement un peu plus classique. Maintenant, j'aimerais vous donner plusieurs éléments pour arbitrer entre les différentes formes de financement. Est-ce que je dois lever des fonds? Est-ce que je dois
doit aller chercher de la dette. On va voir ça, quelques éléments. Ce ne sera pas exhaustif, hein. Moi, ce que je vous dirais, allez voir un professionnel si vous avez des questions ultra précises. Ok, donc on est parti pour les différents éléments pour arbitrer. Le premier élément, donc ça va être votre capacité à encaisser les charges d'intérêt. Donc les charges d'intérêt, en gros, c'est simplement l'intérêt. Est-ce que vous allez pouvoir rembourser vos intérêts? Parce que prendre un crédit, donc le dilutif plutôt que de lever des fonds, ça permet de ne pas se diluer en tant que fondateur. Donc ça, c'est cool. Mais ça augmente les charges d'intérêt de l'entreprise. Donc ça réduit les résultats nets de l'entreprise. Et donc si l'entreprise elle est déjà en difficulté, ça peut être compliqué et entraîner des difficultés plus graves. Et ces difficultés, il faut du coup se refinancer. Et en fait, finalement, vous allez peut-être être amené à revendre une partie de la société pour, vous allez être amené à lever des fonds. Donc finalement, ne pas avoir levé des fonds préalables, ça va entraîner des difficultés financières qui vont vous obliger à le faire avec des conditions plus défavorables. Donc parfois, la dette, ça augmente le risque de votre société. Alors que par contre, lever des fonds en soi, ça n'augmente pas vraiment le risque. Ça réduit juste votre gain personnel. En gros, c'est un arbitrage encore une fois. Est-ce que vous privilégiez le court terme et le gain avec la dette pour maximiser votre gain, et encore pas forcément si on voit à plus long terme, ou est-ce que vous maximisez la stabilité de votre entreprise? Le deuxième élément pour arbitrer, c'est que parfois la levée de fonds elle est obligatoire. La levée de fonds elle est quasiment obligatoire, par exemple pour les startups qui sont au début et qui doivent se faire financer, qui ont un produit scalable, et donc c'est très compliqué quand on a un produit très scalable. Les premiers utilisateurs coûtent cher à aller chercher. La définition de scalable, c'est gros coûts fixes, peu de coûts variables. Mais en fait, les coûts fixes, j'en ai énormément au début pour peu de revenus. Donc je suis obligé d'aller chercher des fonds. Il y a plusieurs raisons. Déjà, par exemple, on peut dire qu'une startup, elle va avoir du mal à rembourser. C'est un peu lié à la première raison, hein. Une startup, elle va avoir du mal à rembourser ses intérêts parce que, par définition, une entreprise au tout début, elle va générer des flux de trésorerie, mais qui vont être trop instables, ou même des fois, elle ne va pas du tout en générer. Donc, elle peut pas en fait rembourser un emprunt de manière régulière. Ça peut être compliqué. Le deuxième élément, c'est que, et c'est très lié au premier aussi, hein, mais c'est qu'une startup, elle est très risquée. Comme investir dans une startup, c'est très risqué, le taux d'intérêt de la dette, il est toujours lié au risque en fait. C'est-à-dire que vous allez vouloir emprunter en perso, on va mettre une prime de risque par exemple avec votre âge parce que vous êtes plus risqué en fonction de votre situation professionnelle. Là c'est pareil, une startup c'est un type d'entreprise à qui on n'aime pas trop prêter, donc un peu risqué. Donc on va augmenter le taux d'intérêt. Et en fait du coup il y a un cercle vicieux, c'est-à-dire que à la fois la startup elle a des revenus compliqués à prévoir, c'est un peu instable, c'est pas très sûr, donc on va lui augmenter son taux d'intérêt, donc elle va avoir plus de charges et donc ça va encore plus augmenter son risque. Donc c'est un peu un cercle vicieux qui peut compliquer et qui fait qu'en fait pour une startup très early stage avec peu de revenus, c'est impossible de s'endetter. Par contre, à mesure que la startup grossit, ça va être plus simple de se faire financer par les banques. Même à mesure que l'entreprise grossit, toutes les études montrent plus une entreprise est grosse, plus le taux d'intérêt qu'elle peut obtenir est faible. Troisième élément à prendre en compte, c'est au-delà du financement, au-delà uniquement de l'argent, en fait accéder au non-côté, donc le business angel, le VC, ça peut permettre d'accéder à des personnes super intéressantes, à des expertises, à des professionnels qui vont vous aider, à des pointures dans leur domaine, j'ai envie de dire. Donc ça, c'est notamment le cas si le fonds s'implique véritablement opérationnellement dans votre entreprise. Quatrième possibilité, et encore une fois, peut-être que c'est un peu redondant avec ce qu'on a dit avant, mais au-delà de votre capacité à payer les intérêts, c'est la capacité à s'endetter ou pas. C'est-à-dire que même une entreprise qui est assez grosse, au bout d'un moment, elle va peut-être être trop endettée, elle va avoir du mal à se réendetter. Donc ça aussi, parfois, juste si vous pouvez pas vous endetter ou si la banque pas très très chaud pour vous prêter encore plus d'argent, les conditions vont devenir un peu défavorables et donc ça devient un peu compliqué. Et donc justement, il y a d'autres solutions alternatives. Vous pouvez par exemple penser au crowd lending dont on a parlé au début. Les taux d'intérêt vont sans doute être plus élevés, mais en fait parfois vous n'avez juste pas le choix. Ok, maintenant on passe à un nouvel élément, donc c'est de prendre en compte toutes les éventualités de court terme. Donc en gros, peut-être que votre business se porte très bien au global et vous n'avez pas vraiment besoin de lever des fonds ou d'obtenir un financement long terme. En revanche, il peut toujours y avoir des moments un peu plus tendus à court terme. Dans ce cas, il peut être intéressant de recourir à des acteurs qui vont pouvoir vous financer très rapidement, c'est-à-dire vraiment au compte-gouttes en fonction de vos besoins. Et donc là, on peut par exemple penser au découvert bancaire, mais le découvert bancaire, le problème c'est que souvent les conditions elles sont un peu pourries, les taux sont super élevés, les conditions sont un peu nazes. Donc justement, même si vous aujourd'hui vous dites que votre entreprise elle fonctionne bien, elle n'a pas besoin de financement, pensez à des acteurs qui vont pouvoir vous financer très rapidement. Faites un peu un benchmark de ce qui existe, quels sont les taux, quelle est la rapidité avec laquelle ils vont pouvoir vous accorder le prêt. On peut par exemple penser à des solutions comme le Revenue-Based Financing en France, qui sont aujourd'hui un peu diversifiés sur d'autres sujets, hein. Il n'y a pas que le Revenue-Based Financing parce que ça s'adresse qu'à un certain type d'entreprise, le Revenue-Based Financing, mais on peut penser à d'autres
d'autres types de financement. Et donc on pense en France à Silver ou Carmen, qui sont justement des entreprises assez prépondérantes là-dessus. Un autre élément, une autre situation qui peut être assez intéressante, c'est le lancement d'un nouveau projet. Quand je dis un projet, ça peut être par exemple l'ouverture d'un pays, l'ouverture d'une nouvelle usine, le lancement d'un nouveau produit. Donc ça dépend vraiment de votre business. Mais disons que c'est le cas où votre business principal se porte plutôt bien. Vous avez une bonne profitabilité. Franchement, les chiffres sont bons. Mais là, vous lancez un nouveau projet et vous n'avez pas forcément... Enfin, vous avez envie de séparer un peu cet actif-là parce que vous n'avez pas forcément envie de financer ce projet, et c'est totalement compréhensible, avec la rentabilité du premier. C'est un peu le cas d'un entrepreneur qui lance une deuxième boîte, il n'a pas envie de mettre ses fonds personnels, forcément il a envie de se dérisquer. Donc, il a envie de faire prendre le risque aussi à des investisseurs. Pas parce qu'un entrepreneur a exit et a beaucoup d'argent qu'il a envie de le mettre dans son deuxième projet. Donc là, ce qui peut vraiment être très utile, c'est le private equity, avec une forme très spécifique du private equity qui s'appelle le capital développement, qui peut justement servir à financer ce type de projet. Et donc voilà, c'est tout pour cette vidéo. Donc comme vous l'avez vu, le choix du financement peut vraiment dépendre de plein de choses, comme par exemple la taille de votre société, le moment auquel vous avez besoin de ces fonds. Est-ce que c'est dans une semaine? Est-ce que c'est dans un an? En fait, le fait d'anticiper, dans tous les cas, c'est plutôt positif. Quel est le montant dont vous avez besoin et quel pourcentage représente ce montant par rapport à la taille de votre société? Et enfin, l'échéance de remboursement. Et donc, comme je vous ai dit, ça c'est un choix un peu compliqué. Je vous ai donné des différentes situations. J'espère que ça vous aura donné quelques idées, ça vous aura permis de mapper un peu les différents financements. Et le plus simple reste de se faire conseiller par un professionnel dans tous les cas. Donc voilà, j'espère que cette vidéo aura pu vous aider. J'espère que vous en avez tiré des applications concrètes, des choses pour votre entreprise. Et moi, je vous dis à la prochaine. N'hésitez pas à mettre ce que vous en pensez dans les commentaires. Ça me serait très utile. Merci et à la prochaine.